Bonjour, bon week-end surtout. Nous sommes déjà le samedi et j'ai décidé ce matin, comme hier encore, de faire une mini vidéo pour qu'on essaie de parler des problèmes de société parce que c'est très important de faire des minutes de sociologie afin de pouvoir voilà, discuter, débattre, parler, commenter les sujets qui touchent directement notre société, qui nous touchent directement parce que d'une manière ou d'une autre, nous sommes concernés par ce sujet-là. Et ce matin, puisque hier nous avons parlé des problèmes de souffrance liés aux frustrations causées par les mariages, et puis j'essayais d'expliquer que la plupart des problèmes de notre société viennent du fait que les mariages aujourd'hui sont très mal construits et ce sont des frustrations accumulées à l'intérieur des foyers qui causent tout ce que nous voyons dans notre quotidien, des gens qui sont fâchés, qui sont frustrés, qui sont agressifs, qui sont hautains, qui sont impolis, parce que les gens n'ont pas de véritable amour propre, les gens ne se sentent pas satisfaits sur le plan sentimental, sur le plan psychologique, ils sont débordés. Et aujourd'hui, je vais revenir sur un aspect aussi important et capital dans notre société, qui est l'aspect du travail avec les adages voilà, que nous avons enregistrés autour du travail depuis notre bas âge. Et je vais un peu parler des familles aux mentalités de la pauvreté, mais de manière très inconsciente, ces familles qui entretiennent une certaine pauvreté sans toutefois savoir et transmettre cette mentalité de la pauvreté-là aux enfants de la famille de génération en génération. Et c'est quoi la mentalité de la pauvreté? La mentalité de la pauvreté, c'est l'incapacité ou du moins la satisfaction que l'on obtient lorsqu'on s'engage dans la pastorat de la misère acceptée. Donc c'est cette façon de percevoir le monde là du côté de la pauvreté et de se complaire dans cette vision-là tout en détruisant, en dénigrant, en insultant, en accusant et en calomniant tout ce qui est au-delà de la vision de la pauvreté. Nous avons plusieurs familles comme ça en Afrique où la pauvreté a été longtemps et inconsciemment entretenue et transmise de génération en génération. C'est pour ça que j'ai titré ce direct ce matin de pourquoi il ne faut pas seulement beaucoup travailler, mais il faut travailler intelligemment. Quand nous étions encore plus jeunes, quand nous étions enfants dans nos villages, nos grands frères faisaient l'exode rural. Ils partaient des villages pour aller s'installer à Douala, à Baoussam, à Yaoundé, à Ebolova, à Mbalmayo. Du moins, ils partaient du village pour aller s'installer en ville avec pour seul objectif de chercher un emploi ou de trouver une activité commerciale ou physique qui leur permet de joindre les deux bouts et de ramener au village quelques provisions pour la famille. Et lorsque nous étions encore plus jeunes, on avait parmi ces grands frères-là ceux que nous considérions comme des modèles. Des modèles, pourquoi? Parce que ceux-là venaient souvent avec du pain, ils venaient avec quelques bidons d'huile, ils venaient avec des provisions dans la famille et on les utilisait comme modèle pour dire, regarde les enfants de tels, ils ont réussi, ils amènent les vêtements, ils amènent... Oui, permettez la coupure, c'est dû à un appel que j'ai reçu, c'était urgent. Donc la mentalité de la pauvreté, alors, c'est cette mentalité-là qui conforte certaines familles dans l'incapacité à donner une éducation financière, une éducation entrepreneuriale à leurs enfants. Alors, parmi les grands frères donc, qui revenaient au village, il y avait ceux-là qui apportaient des provisions et ceux-là qui n'apportaient rien. Et ceux-là qui apportaient des provisions étaient ceux qui ont pu quand même trouver une petite activité économique. Et ceux-là qui n'apportaient rien sont ceux qui soit ont décidé à Douala de devenir de véritables voyous et de servir à la cause de l'alcool, voilà, tous leurs revenus. Alors maintenant, quand parmi ces grands frères qui revenaient au village avec des provisions, pour ce qui est peut-être de mon village, la plupart, quand j'arrive pour ma première fois dans la ville de Douala, nous sommes en fait pour ma première fois après l'âge de 10 ans dans la ville de Douala, nous sommes en 2002, je venais en vacances chez mon grand frère et j'avais constaté que tous mes frères aînés qui étaient partis du village à l'époque et qui revenaient durant les deuils, durant les fêtes, habillés en pantalon, jean, joli tricot, joli tennis, et qui ramassaient nos soeurs comme des arachides de deuil, avaient un métier commun à Douala, c'était le pouce,
c'était le pouce, c'était le porter, donc porter les sacs sur la tête, c'était la vente d'eau glacée. Et à l'époque, les benskis n'étaient pas comme aujourd'hui. Donc tout tournait autour de là. Ça dit que j'arrive, par exemple, je suis à l'entrée-bi et je constate que tous les grands frères que je prenais comme modèle au village sont des pousseurs dans la ville de Douala. Et j'étais très scandalisé. À l'époque, je faisais la classe de 3e au lycée de Bamenjou. Je faisais la classe de 3e. Et j'étais scandalisé de voir que mes modèles, les gens que je rêve être comme eux, sont ceux-là qui à Douala sont chargés de porter sur leur tête les provisions de ménage des autres. Et puis ça m'a choqué. Et puis j'ai demandé à mon grand frère, qui à son époque était vendeur de chaussures au marché Nkouloulou, que mais est-ce que tel monsieur est pousseur réellement? Il me dit oui. Est-ce que tel autre est pousseur? Il me dit oui. Il dit mais comment est-ce qu'ils font alors pour revenir au village avec des provisions? Chaque fois qu'il y a deux, ils viennent avec des habits. Et quand je suis allé voir là où ils habitaient, j'étais doublement scandalisé parce que je m'étais rendu compte qu'ils habitaient 2, 3, 4 personnes dans une même chambre. Et moi, ça m'a dérangé. Je me suis dit, mais combien de temps ils ont fait à Douala? Il y a ceux qui sont partis dans les années 94, dans les années 92, devant moi quand j'étais encore bébé. Et puis je les voyais comme ça 10 ans plus tard. À Douala, ils sont poussés depuis 10 ans. Et ce sont eux qu'on adulte au village, ce sont eux qu'on prend comme modèle au village, ce sont eux qu'on nous demande d'être en fait, voilà, qu'on nous demande de ressembler, de nous battre pour être comme ça. Et puis je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Alors quand je quitte le village, en 2002 là, et puis je ne reviens plus jamais parce qu'après je vais à Yaoundé, je reste à Yaoundé jusqu'en 2006, et en 2006 je reviens à Douala, et quand j'arrive à Douala, en 2006, au même moment donné, il faut mélanger études et débrouillardise. Et c'est comme ça que je me lance d'abord dans le pouce aussi comme eux, après dans le main-skin, après dans le petit commerce, je vends les brosses à dents, je vends des petits trucs. Et de 2006 alors à 2009, je me rends compte que j'ai travaillé 3 ans pour rien. Donc après 3 ans de travail, je n'ai pas économisé 100 francs. Pourtant, je suis allé au village plusieurs fois comme tout le monde. J'ai porté de jolis vêtements. J'envoie de temps en temps 5000 francs à ma maman. Sauf que en 3 ans, je n'ai même pas économisé 100 francs. Pourtant, je travaille. Pourtant, je sors de chez moi à 6 heures. Je rentre à 23 heures. Je rentre parfois à minuit. Parfois, je ne rentre même pas parce qu'il y a des jours où je sortais avec ma moto à 6 heures. Je travaille jusqu'à 11 heures. Je vais au campus. De 11 heures à 16 heures, je fais un cours. Et puis, à 16 heures, je récupère la moto. Je travaille encore jusqu'au lendemain matin à 6 heures avant d'aller me reposer. Et quand je regarde, après 3 ans de boulot, je n'ai même pas économisé 100 francs. J'ai plutôt des dettes. Je loue une chambre avec un cousin. On paye 7000 francs le mois et le bailleur nous fait même partie parce qu'on a assez d'aérés de salaire. Donc nous sommes 3 personnes dans une chambre de 7000 francs, ne parvient même pas à payer. Et à partir de 2010, quelque chose attire mon attention. Je dis, mais est-ce que ceux qui construisent les immeubles travaillent comme nous? Est-ce que ceux qui achètent des grosses voitures, des grosses cylindres travaillent comme nous? Est-ce que ceux qui font l'évacuation sanitaire à leur maman, à leurs enfants? Est-ce que ceux qui envoient les enfants dans les universités privées où on paye 2 millions, 3 millions de pensions, de scolarité travaillent comme nous? Est-ce que ceux qui ont des entreprises, qui ont des usines de production, qui importent les conteneurs, est-ce que ceux-là travaillent comme nous? Est-ce qu'ils ont commencé comme nous? Parce qu'il y avait un adage depuis l'enfance où on nous disait, bon, Photo Vito a vendu les arachides, Foucault a vendu le pain, Kadi a vendu le maïs, ainsi de suite. Et nous, on pensait qu'en allant sur la vente des arachides, ainsi de suite, on allait devenir comme Photo Vito, comme Kadi, comme Foucault. Et puis, après 4 ans de boulot, nous sommes déjà en 2010, je suis avant en 2006, donc ça fait déjà 4 ans. Mais je me rends compte que je n'ai toujours rien. Je ne peux pas me payer une chambre de 10 000 francs. Je ne peux pas répondre à un besoin familial avec élégance. Et c'est à partir de là que ma réflexion commence à s'ouvrir. Je me dis, mais comment est-ce que les gens font? Comment les gens font pour réussir? Mes grands frères dont je parlais, que je les avais trouvés en 2002, sur le pouce à l'entrée-bi, avaient connu un pas de plus dans la vie. Ils étaient devenus des benskinners. Donc ils avaient évolué. Et quand ils achetaient leur moto à Douala à l'époque à 275 000 francs, je pense que c'était le prix des motos à payer chez nous à l'époque, ils venaient au village et la famille se réunissait pour inaugurer la moto. Vous voyez jusqu'où la pauvreté avait gangréné les esprits. Ça dit que quelqu'un dépense 275 000 francs pour acheter un engin qui va déjà comporter beaucoup de risques.
pour sa vie, pour sa sécurité. Et c'est toute la famille qui se réunit avec les arbres de paix, les jujubes, on fait des danses pour avoir fait un investissement risqué de 275 000 francs. Et moi, ça me dérangeait beaucoup à partir de 2010 quand je voyais cela, puisque j'avais déjà compris qu'il y avait une mentalité de pauvreté qu'on avait transmise aux enfants de génération en génération. Et il y avait quelque chose également, parce qu'aujourd'hui, quand nous regardons les périphériques de la ville de Douala, c'est occupé beaucoup plus par des lignées familiales. C'est-à-dire que c'est un grand frère qui est arrivé à Douala, a acheté son terrain à Mabanda, a fait venir ses deux petits frères qui habitent avec lui. Et quand les petits frères ont eu leur part de 200 000, on les a amenés un peu plus loin devant chez le grand frère, toujours à Mabanda. Il a ramblé, lui, il a construit sa part de maison. Et quand le second petit frère a eu sa part de 1 million, on amène encore un peu plus loin, il ramble l'eau. Il construit sa part de maison et ainsi de suite. Vous voyez donc que la plupart des quartiers, les gens font des réunions familiales, des réunions de village sans problème dans des grands quartiers. Pourquoi? Parce que ces quartiers sont peuplés par des colonies de personnes qui ont transmis une certaine manière de vivre de génération en génération. Donc, la pauvreté que vous voyez, si on ne peut pas, si nous ne nous engageons pas après avoir changé ce régime, dans la construction des mentalités, dans la construction de la réflexion, d'une réflexion pertinente avec des outils qui nous permettent de déconstruire l'ensemble des a priori qui aujourd'hui empêchent et constipent la réflexion, voilà, des Camerounais. Alors, quand je constate que les gens faisaient inaugurer les Benskin, les motos achetées à 275 000 francs, et dans certaines familles même, très proches de moi, on a traité certains grands frères de pratiques de sorcellerie parce qu'ils avaient acheté une moto de 350 000 francs. On les traitait de sorciers parce que la pauvreté avait tellement gangréné les familles que les gens ne pouvaient même pas s'imaginer qu'à partir du travail, on peut sortir 350 000 francs, acheter les motos. Alors, pourquoi je critique cette façon de travailler avec les muscles? Parce qu'il est impossible de travailler avec ses muscles et devenir riche. Il est impossible de travailler avec ses muscles et résoudre ses problèmes. Parce que quand tu t'engages dans le travail des muscles, la réflexion s'arrête. J'imagine que, vous pouvez imaginer que de 2007 à 2013, moi j'ai fait le Benskin, j'étais Benskineur. Et quand je finis même l'école en 2010, après la soutenance, j'obtiens un boulot dans une entreprise, d'abord 40 000, après 60 000, après 80 000, après 100 000, après même 120 000 francs. Et même avec les 120 000 francs que je percevais à la fin du mois, j'allais toujours faire le Benskin parce qu'il était incapable pour moi de me défaire de ce truc-là qui me donnait 1000 francs, 2000, 3000 francs chaque soir. Et puis, j'avais commencé par raconter aux gens que quand vous vous engagez sur le travail musclé, sur le travail de force, sur le travail physique, il est impossible pour vous de développer la réflexion. Parce que quand tu sors de chez toi le matin à 6 h pour aller travailler physiquement, tu as un seul objectif, c'est de donner toute ton énergie physique pour obtenir 5 000 francs le soir qui va permettre à ta femme et à tes enfants de déjeuner demain matin. Ça fait que de 7 h à 20 h, tu es occupé par quelque chose qui te donne 5 000 francs. Et tu rentres le soir étant totalement épuisé physiquement. Tu dors. Alors même si autour de toi, il y a une opportunité qui peut te donner mieux que ça, tu ne peux pas le faire. C'est pour cette raison que lorsque les gens s'engagent dans le Benskin, il devient difficile pour eux de lâcher la moto. Parce qu'à chaque fois que tu dois mener la réflexion dans un sujet, sur un sujet pour avoir un peu plus de gain, tu es coincé donc avec la recherche quotidienne du pain quotidien, la recherche des conditions de suivi, et le Benskin donc te facilite, te donne une possibilité plus rapide d'avoir 3 000 francs avant midi, ce qui fait que tu commences à croire que tu es plus meilleur que celui qui fait telle et telle activité. Donc, quand je commence à mener cette réflexion, nous sommes déjà en 2011, après j'ai fini la soutenance, et puis je m'en vais même travailler. Alors, je tombe d'abord dans une entreprise où on me recrute comme responsable plateau, où on fait des tournages d'émissions. Après, je démissionne, je tombe dans une autre où on me recrute comme diffuseur. Ça, c'était Afrique Média. Je travaille quelques mois, je démissionne. Après, je vais dans une autre, ça c'est à JK TV, où on me recrute comme responsable diffusion. Je retourne et après, je vais à Cam News 24, où on me recrute encore comme diffuseur. Sauf que toutes ces entreprises que j'ai parcourues, toutes ces chaînes de télévision que j'ai parcourues en tant que à moins de 3 ans, m'a permis de comprendre. Parce que le premier problème, c'est que j'ai mes rêves. Voilà, j'ai mes rêves. J'avais des études de réalisation.
j'ai des projets dans le cinéma, j'ai des projets dans l'audiovisuel. Je me dis que je veux ressembler à tel. Il y a beaucoup de noms qui passaient à la télévision et que je voulais être comme ces gens-là. Alors, quand j'entre en entreprise, je me rends compte que ces gens-là ont les mêmes problèmes que moi. Alors, comment ton idole peut avoir les mêmes difficultés que toi? Comment ton idole peut être capable de résoudre ses propres problèmes? Alors, les familles qui transmettent comme ça la pauvreté de génération en génération sont des familles où on a enseigné aux gens. On a enseigné aux gens que quand tu es allé à l'école et que l'école t'a dépassé ou pas, tu portes le pouce, tu pousses le pouce. Dès que tu as 500 000, tu achètes ton terrain, même si c'est dans l'eau. Après, dès que tu as 500 000, tu construis dessus en carabote. Après, dès que tu as 500 000, tu organises ton mariage et tu commences à faire des enfants. Alors, quand tu t'engages dans cette dynamique-là, il est totalement impossible pour toi un jour de sortir de ce cycle infernal qui t'inscrit dans une démarche, dans un besoin quotidien de recherche des conditions de survie. Et c'est comme ça que vous allez voir qu'aux alentours de Douala, par exemple, on dit que les gens habitent dans des marécages. Dans la plupart des temps, on accuse la pauvreté. Certes, la pauvreté matérielle, pécuniaire, est une cause, mais il y a une grande partie de la responsabilité qui appartient à la pauvreté mentale et psychologique, voire même spirituelle. Dans la mesure où, quand je regarde par exemple un quartier comme Boko, où j'arrive à Douala, je m'installe d'abord en Boko, et à l'époque, après la mort de mon défunt grand frère consanguin, chez qui j'avais d'abord habité, il y avait une parcelle de terre à côté de chez lui qu'on vendait à 800 000 francs. À côté de lui, nous sommes dans les années 2010, 800 000 francs. Alors, cette zone est fortement inondée. Mon cousin sur 800 000 francs, il achète la parcelle de terre sur laquelle il construit un studio. Alors, en même 2008, au niveau du carrefour, il y a ça, où il n'y a pas de marécage, il n'y a pas de moustiques, il n'y a rien. Donc, c'est une zone normale pour l'habitat. Quelque part à l'intérieur, là-bas, on vendait le mètre carré de terrain à 3 000 francs déjà. 3 000 francs le mètre carré de terrain. Alors, 3 000 francs le mètre carré de terrain, 100 mètres carrés de terrain font 300 000, 200 mètres carrés de terrain font 600 000, et puis 300 mètres carrés de terrain font 900 000. Alors, vous voyez que si mon cousin a acheté ce terrain dans une zone marécageuse au même prix qu'un terrain dans une zone viabilisée et titrée, c'est parce qu'il avait été élevé dans la zone marécageuse et qu'on lui avait déjà mis dans sa tête que le jour où il aura sa part de 200 000, il peut ramener sa part de marécage à côté, il construit. Sa part de marécage à côté, il construit. C'est la transmission de la pauvreté, c'est la transmission de la souffrance, la transmission des conditions difficiles de la vie dont on a fait l'objet et qu'on ne sait pas que de manière inconsciente, on peut installer chez nos enfants. C'est pour ça la raison que vous allez voir les parents qui sortent les enfants de l'école et les envoient faire le pouce, qui sortent les enfants de l'école et les envoient faire le bain, c'est qu'ils voient des enfants, des familles où acheter une moto, on fête, on danse, on chante parce qu'un enfant a acheté une moto. On ne lui dit pas que Fosso Victor, on ne lui dit pas que Samuel Eto'o, on ne lui dit pas voilà, que telle et telle personne ont aussi évolué pour avoir travaillé intelligemment. C'est pour ça que j'invite tout le monde à travailler beaucoup plus avec son cerveau qu'à travers ses muscles et sortez totalement de ce cycle infernal de la pauvreté transmise au sein des familles parce que c'est une gangrène. Enlever les gens difficiles à l'intérieur difficile. Moi par exemple, j'ai des frères, j'ai des cousins parce qu'à chaque fois que je parle, on dit que mais qu'est-ce que tu as fait de tes propres frères? Est-ce que tu as sorti tous tes propres frères de là? Oui, l'avantage que certains de mes frères ont aujourd'hui est que même s'ils ne sont pas totalement sortis de là, ils ont au moins compris qu'ils doivent sortir. J'ai peut-être parmi mes amis un qui commande beaucoup, il est ingénieur en travaux publics. Et je me rappelle à l'époque, puisqu'on s'est séparés dans les années 2002, lui il allait continuer ses écoles au sud-ouest et moi à Yaoundé. Et après, quand on se rencontre dans les 2008, je lui dis, gars, mais on a fait fausse route. Les grands frères nous ont déroutés. Toi, voilà, tu as fini l'école, tu es dans les chantiers, tu es maçon, tu pointes 3500 le mois. Non, pense à lancer ta propre entreprise, lance quelque chose et puis commence aussi à entreprendre. Et puis il me dit, mais c'est pas facile, je vais en entreprise, on va me payer. On me dit, comment ça, il sera 180 000. Il dit non. Les grands frères nous ont fait faire fausse route. Et c'est comme ça qu'il commence à faire des petits trucs au quartier, il prend ses petits chantiers, il sort les plans, il propose les plans de ferraillage, les plans d'électricité, les plans de plomberie, et puis les gens apprécient. Et aujourd'hui,
Il est totalement libre, il a déjà les rêves de gagner les marchés de R+20, R+30. Alors quand il a démissionné de l'entreprise, les gens sont venus me voir, hey, tu as fait ton frère démissionner de l'entreprise, le voilà déjà dehors qui commence à faire le bien, ce qui dit que les gars, laissez-vous nous avez désorientés, acceptez que nous puissions au moins nous émanciper, que nous commencions, acceptez que nous puissions commencer à faire des choses différemment parce que là où vous nous conduisez, si c'était le bon pâturage, vous serez des exemples pour la société. Mais comment leur expliquer que les gens qui sont arrivés dans la vie de Douala en 90, en 95, dans les années 2000, soient encore après 30 ans dans la même ville en location, en train de louer une chambre, ils ont fait les enfants, d'autres n'ont même pas pu faire des enfants, d'autres n'ont même pas pu se marier. Justement, c'est parce que ceux-là ont reçu la pauvreté transmise à l'intérieur de la famille. Et c'est ce que je pense que les gens doivent briser aujourd'hui. Les gens doivent briser aujourd'hui. Donc faites l'effort d'enlever de votre cerveau cette façon de percevoir la société sur l'option de la misère. C'est pas parce que ton père vit dans le marécage qui te dit que le marécage est bien, tu peux accepter le marécage. Commence aussi à regarder ceux qui ont réussi. Enlevez les esprits de sorcellerie dans votre tête parce que cette transmission de la pauvreté au sein de la famille se justifie par le fait que tous ceux qui ont fait quelque chose de bien, de grand sont des sorciers. Moi, par exemple, à l'intérieur de ma famille, on sait que je suis sorcier. Et moi, je le dis ouvertement que, oui, ceux qui pensent que je suis sorcier, c'est parce qu'ils ne me voient pas faire des choses comme eux. Ils se disent, mais quand on arrive chez le monsieur là, il rentre du boulot, il tient les gens dans son salon, il passe se coucher dans sa chambre, il est sur son téléphone, il est sur son ordinateur. Il dit, oui, mais c'est parce que vous avez passé le temps à faire des débats dans des salons de 17h à minuit que votre vie est devenue comme cela. Et aujourd'hui, moi, je pense que je dois me venger contre cette vie-là et montrer à ceux qui vont venir après moi qu'on peut sortir de nulle part, on utilise sa réflexion pour transformer la société. Parce que le changement que les gens cherchent aujourd'hui au Cameroun, le développement que les gens cherchent aujourd'hui au Cameroun, si les gens ne parviennent même pas à se lever pour aller chasser les dirigeants dans la rue, c'est justement parce que la mentalité de la pauvreté est devenue pour eux comme un don de Dieu. Pour eux, la pauvreté c'est normal, la souffrance c'est normal, on va faire comment? T'as pas ton peu que Dieu donne, tu acceptes. Si Dieu nourrit les oiseaux du ciel, combien de fois les hommes? Si. Et puis, on a un ensemble de slogans de misère acceptés comme ça qui nous empêchent de nous émanciper. Et mais pour le diable, mais avec lui, il y a quand même la paix. Tout le monde ne peut pas être ministre. Tout le monde quand même ne peut pas rouler en voiture. Tout le monde quand même ne peut pas s'acheter une maison. Si tout le monde était bien, qui va être gardien? Alors, on a des philosophies de la pauvreté comme ça. Mais si tout le monde était bien, qui va être gardien? Vous pensez que moi, je peux être heureux d'être vigile devant la porte de quelqu'un? Ça ne peut pas m'arriver d'être heureux. Que quelqu'un rentre chez lui le soir, tandis qu'il dort à l'intérieur. Moi, je dors à l'extérieur, éveillé parce que je dois assurer sa sécurité pour avoir 80 000 le mois. Ou qu'il y a quelqu'un qui dit qu'il est ministre, il a 14 voitures dans son parking, et moi, je saute sur les roues de voitures pour arriver chez moi à cause du marécage. Et puis, on me dit, non, c'est aussi ça la vie. Il y a les administrateurs, les administrés, non. Enlevons ça dans nos cerveaux. Enlevons ça dans nos cerveaux. Disons-nous que pour que nous puissions construire une société meilleure, une société juste, une société grande, une société normale, il va falloir que les hommes développent un ensemble de conscience. Il y a d'abord la conscience politique, il y a la conscience sociale, il y a la conscience entrepreneuriale, il y a la conscience culturelle, il y a la conscience économique, il y a tellement de formes de conscience que vous devez développer. Vous ne pouvez pas refuser d'activer les différentes consciences que vous avez et puis vous espérer que les choses vont changer parce que ces mêmes gens qui sont dans la rue avec les pouces, avec les bains qui sont vigiles, qui balayent, qui taclent, qui parcourent toute la ville de Douala pour avoir 1000 francs, sont les mêmes qui vous disent que si vous marchez, on va vous fouetter, on va tirer sur vous. C'est une transmission familiale de la misère acceptée, de la pauvreté, et c'est très dangereux pour la construction de l'Afrique. Donc quand nous voyons le sous-développement en Afrique, ne pensons pas que le sous-développement en Afrique est seulement dû au fait que les Occidentaux pillent les pays africains comme les médias de propagande nous racontent. Non. Le sous-développement et la pauvreté émanent d'abord d'un sous-développement et d'une pauvreté mentale. Et c'est cette pauvreté mentale que nous devons passer tout le temps, après avoir changé sur le rive, à déconstruire dans les cerveaux des Camerounais pour qu'ils puissent jouir du potentiel de leur environnement. Pour qu'ils puissent jouir du potentiel environnement. Donc, j'ai décidé qu'à chaque fois que j'ai un peu de temps un matin,
Nous allons un peu faire quelques minutes de sociologie comme nous avons commencé depuis la semaine dernière. Si les gens peuvent en profiter. Alors le thème de ce matin, comme je reviens, c'est que vous devez refuser la transmission familiale de la pauvreté. Et quand je parle de pauvreté, ce n'est pas seulement de pauvreté financière, matérielle. Je parle aussi de la pauvreté mentale qu'on nous transmet dans des familles. Je parle de la pauvreté mentale qu'on nous transmet dans des familles. Nous devons quitter cette pauvreté-là. Chers amis, chers frères et sœurs, nous devons nous déconnecter de cette mentalité de pauvre-là. Nous devons arrêter d'aller au village et faire inaugurer une petite voiture de 1 million de francs. C'est-à-dire que tu achètes un petit truc de 1 million de francs, tu n'es même pas sûr si les pannes vont te laisser. Mais tu pars au village et les gens dansent autour. On dit que tu as évolué et ça commence à te faire croire que tu es devenu important dans la société. Tu ne te poses pas la question si la voiture de 1 million de francs là peut soigner ta mère. Si ça peut faire évacuer ta mère, se soigner dans un autre pays, si à jamais le besoin s'affiche. Nous devons arrêter de transmettre cette même pauvreté à nos petits frères. Que tu fais venir un enfant du village, il est âgé de 17 ans, et tu lui dis que s'il se bat jusqu'à acheter son bain, c'est qu'il sait que sa vie a changé. Mais c'est quelle façon d'éduquer les gens? C'est quelle façon d'orienter la société? C'est quelle façon d'orienter le monde? C'est quelle façon de bâtir les familles? Arrêtez de faire croire aux gens que s'ils arrivent à acheter un terrain de 10 mètres sur 20 dans un marécage quelque part, c'est qu'ils ont réussi leur vie. Mais arrêtons. Demandons aux gens de construire quelque chose de grand dans leur cerveau. De construire une belle société. Une société avec des belles routes, des quartiers où il y a des rues, il y a du gazon, il y a des lampadaires, il y a des caméras de surveillance devant chaque domicile pour la sécurité. De construire une ville où les boutiques ont des peintures, des comptoirs sont protégés. Vous voyez, je reviens sur un autre aspect. Un jour, je marche avec un ami, en plein mois de février, nous sommes en train d'aller à l'ouest et avec Abonaberi, il me dit qu'il veut manger la viande. Il veut manger la viande. Et puis je m'arrête, je dis tu veux manger la viande, il me montre le comptoir de vente de viande. La viande est déposée là. Et je lui dis, gars, regarde quelque chose. La viande, c'est beau non? C'est beau là, quand tu regardes, c'est beau, il y a l'huile, voilà, ça brille, ça donne vraiment, c'est appétissant, il me dit oui. Je dis ok. Regarde le comptoir qui est à côté du comptoir de ta viande, là où tu vas acheter là. Le monsieur n'a pas vendu depuis ce matin. Il était là hier, il n'est pas là ce matin apparemment. Il me dit oui. Il dit que regarde l'épaisseur de la poussière qui est déposée sur le comptoir d'à côté de la viande brisée là. Est-ce que tu regardes l'épaisseur de la poussière là? Il me dit oui. Il dit c'est comment? Il dit c'est dégueulasse, il y a vraiment de poussière là-bas. Je dis que ok. Est-ce que tu sais que la même poussière est déposée sur la viande que tu veux acheter? Il me dit comment ça? Je dis que mais parce que quand la poussière se lève, ça n'arrive pas, ça ne choisit pas le côté où il n'y a pas la viande pour se déposer. Ça se dépose partout. À la différence que dans la viande, on a mélangé avec l'huile et autres. Et c'est une source très dangereuse de maladies. Il me dit qu'à Kaga, laisse-moi manger ma viande. La saleté ne tue pas l'homme noir. La pauvreté mentale. La pauvreté mentale. Lui, il aimerait qu'après avoir mangé la viande, si la saleté tue l'homme noir, après avoir mangé la viande, il meurt. S'il meurt là, c'est que la saleté tue l'homme noir. Mais s'il ne meurt pas là, c'est que la saleté ne tue pas l'homme noir. La pauvreté mentale. Michael L. Vaccin, je t'ai connu quand tu étais prof dans un collège et mon temps, en même temps tu étais au campus, en même temps prof de répétition chez toi. Après, tu venais avec ta moto discuter les 100 francs avec nous au Carrefour Boré 10. Michael Bonchouga, oui, j'étais prof dans un collège à l'époque, ça c'était 2011. J'enseignais, j'allais au campus et après, je venais faire mon bain skin à haute avec vous. Gars, pardon, merci déjà du rappel. Écris-moi une box si on peut prendre une bière. S'il y a une bière, on se partage. À défaut, on se retrouve encore dans l'ancien temps du Benski là. Coucou à toi. J'aime souvent qu'on me rappelle ce passé-là. Et puis, ça me permet souvent de voir des choses comme ça et que les gens comprennent que on n'a pas toujours été, la vie n'a pas toujours été facile pour moi. Elle n'est même pas facile jusqu'à présent pour moi. Mais j'ai toujours su garder la tête haute. J'ai toujours su que les choses peuvent changer d'une manière ou d'une autre si à jamais
je me bats. Donc, je disais que, merci vraiment Michael Elvarsin, je disais tantôt que battons-nous à quitter cette pauvreté mentale que nous oblige les familles à cultiver. Battons-nous à nous débarrasser des a priori que les familles nous installent dans le cerveau. Battons-nous à ne pas tomber dans le piège de la misère acceptée que nous conforte le discours global de la société en nous faisant croire que si j'ai déjà de quoi manger, ça va, je cherche encore quoi. Non. Vous avez de quoi manger aujourd'hui, est-ce que vous avez de quoi manger demain? Est-ce que vous avez de quoi manger après-demain? Est-ce que vous avez une garantie que si vous tombez malade, vous allez vous soigner? Parce que l'incapacité que notre peuple a à désavouer ses dirigeants médiocres est aussi la continuité de l'incapacité qu'ils ont à se bâtir eux-mêmes. Parce que lorsqu'on n'a pas un rêve grand de soi, on ne peut pas avoir un rêve grand de la société. Lorsqu'on n'a pas un rêve grand de soi, on ne peut pas avoir un rêve grand de la communauté. Lorsqu'on n'a pas un rêve grand de soi, on ne peut pas avoir un rêve grand de la famille. C'est pour cette raison que les gens que vous les voyez se battre pour changer les choses dans la société sont des gens qui ont d'abord un rêve grand de soi-même. Ils veulent grandir, ils veulent bâtir, ils veulent construire, ils veulent quelque chose de bien, de beau, de génial, d'enviable. Tandis qu'à côté, on a aussi des personnes qui, malheureusement, se disent, mais bon, si je viens quand même à manger mon compte à 150 le matin, je bois l'eau glacée. Ça me va, non, sénateur, tu veux encore quoi? Oh, la moto m'a dépassé, j'ai pris la route et je suis en France maintenant. Bon courage, mon frère. Toi, me disais qu'à partir de 2013, j'étais aussi parti du pays. Et je suis revenu par la suite pour me battre à ce que les choses changent. Du courage, mon frère. Donc, les gars, je ne pense pas que je vais être assez long. J'ai assez dit. On se retrouve demain matin ou lundi si possible. On va parler de d'autres choses qui gangrènent notre société. Et je pense qu'à travers cette page, moi j'ai voulu faire de cette page une autre chaîne de télévision de conscientisation. C'est parce que on n'a pas encore les moyens pour acheter le petit matériel qu'il y a. Mais bon, on espère qu'un jour on va acheter un petit matériel de studio et qu'on va faire cette directe de la possibilité aux gens d'intervenir pour que nous puissions construire les mentalités. Parce que c'est d'abord dans les mentalités qu'une société se construit et après elle se matérialise. Mais tout se construit dans les mentalités, tout se construit dans nos esprits. C'est pour ça que c'est dans nos esprits que naissent les guerres, c'est dans les esprits qu'on combat la guerre, c'est dans nos esprits que naissent les pauvretés, c'est dans nos esprits qu'on combat les pauvretés, c'est dans nos esprits que naissent également les souffrances et c'est dans nos esprits qu'il faut combattre les souffrances. Alors faisons l'effort de sortir, voilà, de cette mentalité de la misère acceptée que nous installent nos familles, construisons quelque chose de grand. N'écoutons pas toujours ceux qui nous disent que si nous mangeons notre compte le matin, que nous buvons l'eau glacée, c'est qu'on a déjà tout ce qu'il nous faut. Non, on a besoin de ça, on mérite plus que ça. On mérite aussi une vie de sourire, on mérite aussi les soins de santé dans des formations sanitaires, voilà, de qualité. On mérite aussi nous acheter une belle voiture, on mérite aussi construire une belle maison, on mérite aussi construire une belle famille, on mérite aussi, voilà, porter un beau vêtement, on mérite aussi un pays normal, un environnement normal et nous ne pouvons obtenir cela que si nous sommes capables de les construire dans nos mentalités et après de les sortir des mentalités pour les réaliser voilà, dans notre environnement, dans notre quotidien. Donc, chers frères et sœurs, merci déjà d'avoir écouté. Je reste toujours à votre disposition. Et puis, dans quelques jours, nous allons nous battre pour voir si on peut recevoir le président Mamadou Mota dans la ville de Douala. S'il pouvait venir nous rendre visite, ça nous plairait beaucoup. Et nous allons, voilà, lui offrir un accueil digne de son nom et surtout arrêter d'appeler Mota votre héros. Soyez aussi des petits héros, soyez des petits messies, parce que si nous devenons tous des petits messies, on va libérer le Cameroun. Mais si nous pensons que la mission du Messie appartient aux uns et non pas aux autres, bon courage à vous, bon week-end. Et puis moi je m'en vais chercher mon pain quotidien tout en menant mon petit combat pour la libération de notre pays. Je vous aime les gars, au revoir.